On dit souvent que la qualité d'une histoire se mesure à celle de son antagoniste. Et si c'est vraiment le cas, alors Le Chapeauté 2 est un chef-d'œuvre. C'est simple, j'ai tout aimé dans ce film. Sa direction artistique, son animation bluffante, ses personnages attachants et aussi son humour. Mais ce qui m'a le plus marqué et de loin, c'est le grand méchant loup. Et je pense que c'est le cas de tous ceux qui ont vu ce film. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cet antagoniste est aussi impactant? Pourquoi toutes ces apparitions dans le film sont aussi mémorables? Et surtout, pourquoi j'ai l'impression d'avoir vu l'un des meilleurs méchants du cinéma dans un film d'animation destiné en premier lieu aux enfants? Évidemment, il y a tout un tas de facteurs qui expliquent ça. Alors on va commencer simplement en analysant la première scène du personnage, qui est pour moi la meilleure introduction de méchant que j'ai pu voir dans un film d'animation. D'abord, un peu de contexte. Le chapeauté vient d'apprendre qu'il en est à sa dernière vie. Mais contrairement à ce que lui conseille le médecin, il refuse de partir à la retraite. Quand, soudain... Et une première chose qu'on peut remarquer à propos du loup, c'est que, comme tout bon méchant qui se respecte, il est sacrément intimidant. Par son apparition soudaine, avec son sifflement, par son design, un loup avec des yeux rouges, des vêtements sombres et qui paraît gigantesque à côté du petit chat. Et on pourrait aussi parler de sa voix. Shine bright there. Rien qu'à la voix, on sent qu'il a envie de le dévorer. Et ce qui rend le loup encore plus intimidant dans cette scène, c'est qu'il rigole. Il est suffisamment à l'aise et en confiance pour se marrer. Il n'est pas du tout intimidé par le légendaire chapeauté, alors que l'inverse est beaucoup moins vrai. Alors, être intimidant c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Un bon antagoniste doit aussi incarner une réelle menace pour le protagoniste. Ce qui, par exemple, n'était pas vraiment le cas de Kylo Ren dans la postlogie Star Wars. Mais a priori, le loup n'a pas ce problème-là. Fear me if you dare. Quand le chapeauté comprend qu'il a affaire à un chasseur de primes, il va passer à l'offensive, et le loup va esquiver ou parer toutes ses attaques, sans effort et sans riposter, jusqu'à ce moment. You're not living up to the legend. Gato. La scène bascule alors dans une toute autre ambiance. La musique héroïque laisse place à une musique angoissante, et le chapeauté se fait complètement dominer. Et il va se passer quelque chose d'assez atypique pour un film d'animation DreamWorks. Le chapeauté va saigner. Et ce saignement, il marque un virage pour le personnage. À ce moment-là, le chapeauté prend conscience de sa propre mortalité et commence à avoir peur de la mort. Il ne va plus se comporter en héros, mais va fuir pour sa vie. Même si ça implique d'abandonner son épée et sa fierté. Et vous vous souvenez quand je vous disais que le loup était intimidant? Bah en fait il n'est pas juste intimidant, il est carrément terrifiant. Attendez, c'est bien un film d'animation pour enfants ou bien un film d'horreur? Bref, en une seule scène, on a donc un antagoniste charismatique, flippant, qui a du flow, mémorable avec son sifflement, un peu comme un Vador avec sa respiration, et surtout qui incarne une menace sérieuse pour le protagoniste, tellement sérieuse que le chapeauté va immédiatement partir à la retraite. Et c'est seulement quand il apprendra qu'il existe un moyen de récupérer ses vies, et donc par extension de ne plus avoir peur de la mort, qu'il quittera sa retraite. Mais le loup, en bon antagoniste, sera à ses trousses. Et ce que je trouve remarquable avec ce personnage, c'est que toutes ses apparitions dans le film sont marquantes. Même celles qui ne durent que quelques secondes. Alors, quel est le secret du loup? Don't tell. Ou plutôt, quel est le secret des scénaristes? D'abord, il y a l'effet de surprise. Le loup débarque toujours quand on s'y attend le moins, et ça renforce son aura menaçante. Coucou. Ça nous donne l'impression que même quand on ne le voit pas à l'écran, le loup est toujours là, tapis dans l'ombre, prêt à se taper une barre. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression, le loup est vraiment toujours là. Ensuite, il y a le fameux sifflement. Un moyen ingénieux de capter l'attention du spectateur et le mettre en condition avant même que le loup n'apparaisse à l'écran. Et c'est même plus que ça. Pendant la séance de cinéma, chaque fois que j'entendais le sifflement du loup, les poils de mes bras se hérissaient, en même temps que ceux du chapeauté. Pas tant parce que le loup en lui-même est flippant, mais à cause de ce que lui et son sifflement évoquent. La prise de conscience de sa propre mortalité et la peur de la mort. Une peur universelle face à laquelle on se sent souvent bien désarmé. Un peu comme ce petit chat. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Et enfin, le plus important, c'est que les apparitions du loup ont à chaque fois un fort impact sur le chapeauté. Ce n'est pas juste qu'il a peur du loup, non, c'est bien plus fort que ça. Et surtout, bien plus intéressant. Vers le milieu du film, après avoir aperçu le loup une nouvelle fois, le chapeauté va faire une attaque de panique.
C'est clairement une de mes scènes préférées du film, parce que c'est rare de voir un personnage héroïque être aussi vulnérable, encore plus dans un film d'animation. Mais ce qui est plus intéressant que la panique elle-même, c'est la façon dont le chapeauté perçoit sa propre peur. It's okay to be afraid. No, not for Puss in Boots. Le chapeauté a du mal à comprendre ce qui lui arrive, parce qu'en temps normal, il n'a jamais peur. On le voit bien au début du film, il se vante de n'avoir peur de rien, et il se rit du danger, littéralement. Être une légende qui n'a peur de rien, ça fait partie de son identité. I'm supposed to be a fearless hero, a legend. Sauf qu'à partir de sa rencontre avec le loup, il a peur, et même quand le loup n'est pas là. Il y a donc une divergence entre ce qu'il ressent et l'image qu'il a de lui-même. Ce qui veut dire que tant qu'il a peur, il n'est plus vraiment le chapeauté. You're Puss in Boots? Not yet, but I will be. Et c'est pour ça qu'il veut trouver l'étoile à vœux. Pas pour ne plus avoir peur de la mort, mais pour récupérer son identité. Without lives to spare, I am nothing. Donc, pour résumer, le loup ne fait pas seulement peur au chapeauté, mais il provoque aussi en lui une crise identitaire. Et c'est là qu'on voit que c'est un antagoniste bien écrit, parce qu'il est pertinent par rapport au protagoniste. Un bon antagoniste doit être capable de pousser le protagoniste dans ses derniers retranchements, pas seulement physiques, mais surtout psychologiques et ou moraux. Et c'est pour cette raison qu'il doit être construit en fonction de la personnalité du protagoniste. Si le Joker fonctionne aussi bien avec Batman, c'est notamment parce qu'il le pousse à briser sa règle morale de ne pas tuer. Le même Joker serait bien moins pertinent face à un héros comme Deadpool par exemple, qui a un code moral plus ou moins douteux. De la même manière, le loup aurait bien moins fonctionné face à un protagoniste qui aurait déjà toutes sortes de peurs. Alors qu'avec un héros qui a basé son identité sur le fait de n'avoir peur de rien, là il fonctionne parfaitement, parce qu'il est capable de l'emmener dans un état de vulnérabilité et de doute qu'il n'avait jamais connu auparavant. Parce qu'il est capable de lui enlever une part de son identité. But I am not Puss in Boots. Avec tout ce qu'on a vu, on peut déjà considérer que le loup est un très bon antagoniste. Mais il y a un dernier aspect dont je n'ai pas encore parlé, alors qu'il est pourtant capital, le conflit de valeurs. Comme le dit John Truby dans l'anatomie du scénario, deux individus se donnant des coups de tête ne peuvent engendrer un grand drame. Pour qu'il y ait un grand drame, il faut que ces individus aient des valeurs et des idées qui entrent en conflit. Et on a bien un conflit de valeurs entre le chapeauté et le loup, et il concerne la valeur de la vie. Au début du film, le chapeauté nous est présenté comme étant un héros sans peur, un héros qui aime être acclamé, qui aime être une légende. Et pour être cette légende, il doit ne pas avoir peur de la mort, il doit être courageux. Mais son irrespect de la mort est poussé à un tel point qu'il n'accorde en fait aucune valeur à ses vies. D'ailleurs, ses 8 premières vies, il les a perdues à chaque fois pour des raisons complètement stupides et complètement évitables. Simplement parce qu'il ne respecte pas le danger, qu'il ne respecte pas la mort, et donc, en d'autres termes, qu'il ne respecte pas ses vies. Et s'il veut récupérer ses vies, ce n'est pas parce que, à ses yeux, elles ont de la valeur en tant que telles, mais parce qu'elles lui permettraient de ne plus avoir peur de la mort, et donc d'être à nouveau une légende, d'être le chapeauté. Without them, I am not. What? The legend? Pour lui, les vies sont un moyen, et pas une fin en soi. Dans les faits, il ne leur accorde que peu de valeur. Et ça, notre ami le loup, bah ça l'énerve. Parce que oui, plot twist prévisible, le loup ce n'est pas un chasseur de primes. Le loup, c'est la mort. I'm death, straight up. Et s'il pourchasse le chapeauté, c'est parce que non seulement il trouve absurde le fait que les chats aient 9 vies, mais surtout parce que le chapeauté n'a pas accordé à ses vies la valeur qu'elles auraient dû avoir. And you didn't value any of them. Alors que le loup soit la mort, c'est déjà une idée sympa en soi, ça renforce son côté menaçant et inarrêtable, mais que la mort accorde de la valeur à la vie, ça l'est encore plus. Parce que non seulement l'idée est originale, mais surtout parce que ça veut dire que dans le conflit de valeurs qui oppose le loup au chapeauté, c'est le loup qui a raison. Il a pas tort. On est tous d'accord pour dire que la valeur d'une vie est inestimable, et qu'aucune vie ne devrait être gâchée, encore plus pour des raisons stupides. Donc, dans ce film, contrairement à la majorité des grosses productions tout public, ce n'est pas le héros qui est porteur des bonnes valeurs, mais bel et bien l'antagoniste. Et en plus, c'est fait de manière subtile. Le loup ne cherche pas à transmettre une bonne leçon au chapeauté. Il n'est pas là pour lui faire des leçons de morale. Non, lui, il se fait simplement un petit kiff en traquant la dernière vie sans valeur de ce chat arrogant. Mais le spectateur comprend ce qu'il en est, comprend que dans le fond, le loup est dans le vrai, et que c'est le chapeauté qui a eu tort d'agir de la sorte.
Et donc, pour que le récit soit quand même satisfaisant et positif, le chapeauté va évoluer au cours du film et apprendre la valeur de la vie. Au fil de son périple en compagnie de Kitty et Perito, il va réaliser l'importance d'être entouré par des gens qu'on aime. Et par effet domino, réaliser qu'être une légende, ce n'est pas si cool que ça finalement, parce que ça implique d'être seul. Et c'est ce brave Perito qui va provoquer en lui le déclic final. Maybe one life is enough. Au moment de l'affrontement final avec la mort, les scénaristes ont eu la bonne idée de placer le chapeauté dans le dilemme décisif. Faire le vœu pour récupérer ses vies ou bien affronter la mort. En choisissant finalement d'affronter la mort, le chapeauté valide son évolution. Il a réalisé la valeur de la vie, réalisé que cette vie lui suffit, et il se battra pour la conserver. This is gonna be fun. Mais le chapeauté est dans une impasse. Il ne peut pas vaincre le loup, littéralement la mort. Du coup, la mort le tue. Non, en vrai, comme le loup constate que le chapeauté a changé et qu'il accorde enfin de la valeur à sa vie, il n'a plus vraiment de raison de le tuer. Ce qui donne une conclusion intéressante et originale à l'affrontement entre ces deux personnages. Les deux partagent finalement la même vision sur la valeur de la vie et ils vont donc se quitter dans un respect mutuel. Et les dernières paroles prononcées par le loup sont importantes parce que, selon moi, elles encapsulent tout le message du film. Live your life, Puss in Boots. Live it well. You know we will meet again, right? Vivre bien en sachant qu'on va mourir. Vivre bien justement parce qu'on sait qu'on va mourir. Et vivre bien, c'est vivre entouré des gens qu'on aime. Voilà le message qu'on peut tirer du film. Et c'est pour ça que le loup est un grand antagoniste. En plus de tout le reste, il pousse le personnage, et donc le spectateur, à prendre conscience de sa mortalité, à réfléchir à la valeur de sa propre vie et à la façon de la mener. Et tout ça en apparaissant seulement 10 minutes dans un film d'animation d'1h30. Pas mal. Mais pour finir, le plus gros point fort de ce personnage, c'est quand même la façon dont il s'énerve. Bref, ça faisait longtemps qu'un antagoniste ne m'avait pas autant marqué que celui-là. Pour moi, le loup est clairement le plus gros point fort du film. Mais je le redis, tous les autres aspects du film sont excellents. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans 2 prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis...